Semaine politique et diplomatique agitée en Israël, nous y reviendrons tout de suite. Mais nous avons choisi d'ouvrir cette édition avec ce crime horrible. Hier après-midi, dans la ville de Tibériade, dans le nord du pays, pour encore des raisons obscures, un homme tue sa femme et la décapite. Un retour sur les faits et on en reparle. L'appel reçu hier après-midi par la police était bref, mais sans équivoque. À quoi ressemblait-il? Normal. On dit qu'il était couvert de sang, qu'il tenait quelque chose à la main. Il tenait une tête enroulée dans une serviette qu'il avait ficelée. Il la tenait comme cela, comme un casque, et affilée. La scène était macabre, vraiment macabre. Il y avait une tête de femme, une tête humaine, avec des allumettes éparpillées tout autour. C'était vraiment horrible, affreux. Les policiers arrivés rue Nachmani à Tibériade n'ont pas eu de difficulté à repérer le suspect. Les vêtements tachés de sang, il n'a pas résisté et a été arrêté sur place. Il a déclaré quelque chose, qu'a-t-il dit aux policiers venus l'arrêter? Non, rien, il s'est tué et leur a tendu les mains. Comme cela, ils l'ont menotté et l'ont emmené. La patrouille de police arrivée sur place a repéré le suspect. Et au cours de son interpellation, les policiers remarquent tout à côté un appartement en flammes. Les pompiers arrivés sur place ont maîtrisé l'incendie et c'est alors que l'on a découvert l'horreur, un corps de femme décapité. L'enquête montre que le couple avait divorcé il y a quelques semaines après 10 ans de mariage. Et pour des raisons qui ne sont pas encore éclaircies, le mari a tué sa femme, puis a mutilé le corps. Le couple, tous les deux dans la trentaine, n'avait pas d'enfants. Il n'était pas connu des services sociaux, mais le mari était connu des services de santé pour des problèmes psychologiques. Je ne l'ai entendu s'exprimer qu'une seule fois. Je me suis dit, oh là là, dès que je l'entendais descendre les escaliers, je rentrais vite chez moi. C'est un homme violent? Il n'est pas très net. Il pouvait venir soudainement et crier. L'enquête a été confiée à la division criminelle du district nord de la police et la justice a interdit toute publication des détails de l'enquête. Mais pour l'heure, les mobiles de ce crime horrible restent encore mystérieux. Jonathan Serrero, Maurice Yvergan, bonjour. Alors ce matin, on en sait un petit peu plus sur l'assassin. Son identité a été publiée. Il s'agit de Meir Goldstein. Absolument, Valérie Meir Goldstein, 34 ans, il est originaire de Moldavie, il a fait son alia avec ses parents en 1991, il avait l'âge de 8 ans et il a été à l'armée, il a été servi pendant 3 ans dans l'armée israélienne et à l'issue de son service militaire, il s'est converti au judaïsme. Depuis, il est sans emploi, il n'arrive pas à trouver une stabilité dans la vie et il y a quelques jours, il a déclaré aux policiers qui ont entrepris l'interrogatoire qu'il a entendu une voix et que cette voix disait qu'il y aurait un miracle dans les 8 jours et il ne peut du tout expliquer son acte. Alors voilà, il était donc marié depuis 10 ans avec Adèle Kalman. Le couple n'avait pas réussi à avoir d'enfants. Il y a 4 ans, on sait aussi qu'il a été interné dans un établissement psychiatrique pour des troubles et selon certains témoignages, ces derniers jours, il avait cessé son traitement. Et cette tragédie qui rappelle celle de Migdal, Maurice Yvergan, là encore, il y a quelques semaines, un homme avait assassiné sa femme, son enfant et le fils du voisin. Absolument, Valérie. Et en plus, ça s'est passé vraiment à 10 km de Tibériade. C'est-à-dire que dans cette région, apparemment, il se passe des choses. Il s'agissait de Nadav Sela, 28 ans, qui, un vendredi soir, a été pris d'une crise de folie. Il a tué sa femme, vous l'avez dit, ses 2 enfants à coups de couteau et le fils du voisin qui était invité à ce moment-là. Le couple était un couple religieux, sans passé, sans dossier dans les services sociaux. Tout semblait normal dans la vie de ce couple. Seulement, à un moment donné, Nadav Sela a perdu un peu la raison et il a traité sa femme d'amalécite, c'est-à-dire membre d'une tribu nomade dans le désert et descendant de ce qu'on appelle dans le judaïsme la famille d'Amalek, c'est-à-dire les pires ennemis d'Israël, et donc il a voulu les liquider. Oui, alors ce sordide assassinat nous amène quand même à évoquer avec vous, Jonathan Serrero, le sort de ces femmes israéliennes qui sont tuées sur les coups de leur mari lors de disputes conjugales. Et vous avez des chiffres inquiétants à nous révéler. Et ce pourcentage afflige en qui se passe de commentaires. Valérie, le rapport sur les violences faites aux femmes préparé par l'association Viso signale une hausse de 60% des meurtres de femmes tombées sous les coups de leur mari ou de leurs proches parents depuis 2011.
122 femmes ont trouvé la mort lors de disputes conjugales. Des chiffres recensés par le site d'information du journal Haaretz qui répertorie très clairement tous ces assassinats par niveau de proximité, de religion, région et type de condamnation. Et qu'est-ce que nous révèle ce relevé statistique, Valérie? Que dans 62% des cas, ces femmes sont tuées par leur mari, 16% par un proche parent, 14% par un de leurs ex-conjoints. Des meurtres qui surviennent aussi le plus fréquemment, et Maurice l'a dit, dans le nord, 38%, viennent la région centre du Goujdan, 33%, et 16% dans celle du Negev, dans le sud du pays. On notera que les 2 foyers principaux de ces violences faites aux femmes se trouvent dans le nord, là où vivent en majorité la population arabe israélienne. Et dans cette population arabe israélienne, c'est là que l'on trouve le plus grand nombre d'assassinats de conjointes, 34% des meurtres. Le reste de ces assassinats sont commis par des juifs israéliens, 24%, 13% au sein de la communauté russophone. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans 54% des cas, l'assassin est arrêté par la police. Dans 23% des cas, il est condamné à une peine de prison. Et dans 13 autres des cas, il se suicide. Chaque jour, la police ouvre 46 dossiers liés à des violences faites aux femmes. Oui, et ça, c'est ce qu'on sait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne portent pas plainte, Maurice Ferrand. Absolument, mais de ce que je comprends des statistiques, alors si on est juif, israélien et russe et qu'on vit dans le nord du pays, il faut vraiment se méfier. C'est là où on a le plus de risques d'avoir ce type d'affaires. Mais ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas de prévention. On a du mal à identifier des coups, ça touche tous les milieux sociaux. Ça Absolument. touche tous les milieux sociaux. On a du mal à identifier un époux qui pourrait être violent. Et 17 ans après les faits, un policier palestinien condamné à perpétuité pour avoir participé au lynchage meurtrier de 2 soldats israéliens à Ramallah a été libéré de prison. Cet événement avait sévèrement traumatisé la société israélienne. Rappelez-vous la publication de cette photo de ce terroriste palestinien à la fenêtre du poste de police de Ramallah. Il exhibait ses mains ensanglantées. Mathias Sinbar. L'image a traumatisé toute une génération d'Israéliens. Le 12 octobre 2000, Hatem Mrari, policier palestinien, montre à la foule à Ramallah ses mains pleines de sang. À l'intérieur du commissariat, 2 soldats israéliens de réserve, Youssef Avrahami et Vadim Norzic. Arrêtés par la police palestinienne, après s'être perdus dans l'une des artères de Ramallah, ils sont amenés dans un poste de police. Sur place, des centaines de personnes réclament leur mort et parviennent à pénétrer à l'intérieur du bâtiment et lyncher les soldats. Le corps de l'un d'entre eux est ici jeté par la fenêtre. 17 ans plus tard, Mrari est désormais libre. Il avait pourtant été condamné d'une peine de prison à perpétuité. Mais le terroriste palestinien a demandé un nouveau procès à la haute cour de justice militaire, au terme duquel les juges ont estimé qu'il était certes impliqué dans ce lynchage, mais que ses coups n'auraient pas entraîné la mort de Youssef Avrahami. Hatem Mrari est donc sorti de prison. Il a été conduit vers l'un des points de passage conduisant à la bande de Gaza. Une décision scandaleuse pour les familles des soldats assassinés qui n'ont pas été prévenus par l'armée israélienne. La mère de Vadim Norzic a entamé une grève de la faim pour protester contre cette décision de justice. Alors c'est un policier, plutôt un terroriste, Maurice Ferrand. Pourquoi le relâcher alors qu'il avait été emprisonné? Écoutez, lorsqu'il a fait appel à sa condamnation, les juges ont réétudié le dossier. Ce sont des juges d'un tribunal militaire, il faut le rappeler. Et finalement, il s'est avéré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concrètes pour affirmer que les coups qu'il avait portés aux 2 soldats ont provoqué la mort. Ça veut dire que il n'était pas impliqué directement avec des preuves dans l'assassinat, dans le lynchage de ces 2 policiers. Donc les juges ont estimé qu'on pouvait le libérer tout simplement. Ça paraît quand même extravagant, mais là il a été raccompagné dans la bande de Gaza. Il va vivre maintenant librement à Rafia et les familles, elles, sont absolument choquées parce qu'il faut vous le dire que personne dans l'entourage des 2 victimes n'avait été mis au courant du réexamen de ce procès. C'est-à-dire que les familles ont découvert cette information à la radio, comme tout le monde. Au moment de la libération. Et l'intifada des couteaux que nous avons connus au cours de ces 2 dernières années a impliqué de nombreux adolescents palestiniens, parfois même des enfants âgés de 12-13 ans, armés d'un tournevis ou d'un couteau pour
tuer du juif. Et contrairement aux premières intifadas où le profil des terroristes était connu des Israéliens, bien ces enfants restent dans l'anonymat le plus complet. Ceux qui ont survécu aux attaques terroristes ont été interpellés par les forces de sécurité. Aujourd'hui, en prison, ces enfants étudient en classe et apprennent même l'hébreu, plongés dans un univers carcéral très particulier, le quartier 13 de la prison d'Ofer. Regardez. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai jeté un cocktail Molotov. Quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai juste jeté des pierres. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans, Pourquoi tu es ici? parce que j'ai jeté un cocktail Molotov Où l'as-tu jeté? dans le territoire de Bethel. Depuis combien de temps es-tu en prison? 13 mois. Qu'as-tu fait? J'ai poignardé quelqu'un. C'est ici, dans la prison d'Ofer, de Bétounia, située à quelques encablures de Ramallah, que séjournent ces 4 jeunes adolescents palestiniens. Dans l'aile 13, le département des mineurs, tous purgent des peines de prison pour leur implication dans des attentats anti-israéliens. Des attaques justifiées par l'oppression israélienne selon eux. Comment décris-tu la nouvelle génération de Cisjordanie? Notre génération est opprimée, certains pensent qu'on se laisserait faire, qu'on allait vendre notre terre, mais nous pouvons à chaque fois que notre génération s'oppose, qu'on a été éduqués pour s'opposer. Regarde, nous sommes nés au début de la deuxième intifada, lorsque nous portons encore des couches, nous voyons les gens se battre, d'accord ? Maintenant c'est notre tour, les anciens nous passent le relais, ils nous ont transmis la flamme de l'opposition. Si je viens dans ton village, quel serait le discours des jeunes de ta génération, des enfants de ton âge? C'est vous qui répandez la haine, qui nous poussez à faire de telles choses. Lorsqu'il y a des barrages, les gens ne peuvent pas aller prier à la mosquée. Lorsqu'une femme veut sortir et un militaire la fouille, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ces 2 jeunes prisonniers incarcérés pour leur participation à l'intifada des couteaux de ces 2 dernières années, une lutte menée contre un ennemi inconnu, au contraire de leurs parents. Aucun d'entre eux ne travaille en Israël, ni ne s'exprime en hébreu. Tu as déjà été en Israël? Non. Jamais? Non. Tu ne connais pas Tel Aviv? Non. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Je sais que tu es un occupant et un journaliste. C'est tout, un occupant? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous nous avez pris notre terre? Tu as déjà vu des juifs? Non, je ne veux pas. Tu es le premier juif que je vois et avec qui je discute. Lui, c'est Mohamed. Il fait partie de ces nombreux jeunes Palestiniens qui un jour ont décidé d'aller tuer un juif, au risque de perdre la vie. Mais mourir en martyr, c'est devenir aussi un modèle pour les autres jeunes. Tu savais que tu pouvais mourir. Oui, je le savais. Tous les jeunes qui ont fait des attentats comme toi sont morts. Oui, je le sais. Je sais qu'il y avait une grande chance que je me fasse tuer. Et pour éviter la récidive, la prison dispense des cours d'hébreu, de mathématiques et d'anglais. En Israël, l'éducation est une obligation légale. La place de ces jeunes est l'école et nous devons tout faire pour qu'ils retournent à l'école. Malgré les efforts des services pénitentiaires, certains de ces jeunes n'expriment aucun regret sur leurs gestes. Leur seule envie, repartir au combat, quitte à retourner derrière les barreaux. C'est le cas de ce jeune de 13 ans. Il purge sa peine pour avoir jeté des pierres sur des Israéliens. Tu penses que c'est normal qu'un jeune comme toi de 13 ans purge une peine de prison ? Oui. Et comment ton action peut apporter quelque chose à la réalisation de ton objectif ? Je ne sais pas. Ce ne sont finalement que des enfants. Certains sucent encore leurs pouces, font pipi au lit. Ce sont des enfants qui ont commis un crime, mais on peut leur parler et on peut espérer des changements. Une lueur d'espoir, mais le chemin vers la rédemption est encore long pour ces jeunes, nourris à la haine d'Israël et des Juifs. Bon Maurice, des terroristes certes, mais des enfants, ce ne sont pas plutôt les parents qu'il faut mettre en prison ?
Écoutez, je dois vous avouer, Valérie, qu'avant de diffuser ce reportage, on s'est posé avec Jonathan et avec vous-même des questions. Est-ce qu'il faut le diffuser et comment le diffuser? Parce qu'en fait, on présente ces jeunes terroristes comme des irresponsables, des enfants qui ne connaissent pas la réalité dans laquelle ils vivent et qui agissent sans trop savoir comment ni pourquoi. Alors, la question c'était, il faut accompagner ce reportage d'une explication. Et effectivement, ces enfants sont la victime de l'éducation à la maison de leurs parents. Parce que là, il y a un vrai lavage de cerveau, c'est clair. Leurs parents qui pratiquent une éducation à la haine à la maison, une éducation aussi à la haine dans l'enseignement, mais surtout une démission. Il faut dire que les parents de ces enfants, contrairement à l'ancienne génération, ne peuvent plus circuler librement. Ils ne travaillent plus en masse en Israël pour nourrir les familles. Ça veut dire qu'ils sont complètement, ils vivent dans une espèce de circuit fermé entre eux. Les enfants ne connaissent rien d'Israël, ne sont jamais venus en Israël, contrairement à leurs grands-parents qui arrivaient à faire vivre des familles entières en venant travailler sur les chantiers de construction. Alors on parle des parents, on parle d'éducation, on parle de l'école. Jonathan Serrero, il y a aussi Internet. Oui, il ne faut pas mésestimer l'influence d'Internet parce que après l'école, déjà, il y a un problème déjà à l'école au niveau des programmes scolaires. On le sait, il y a une polémique sur ces programmes scolaires palestiniens. Mais dès que l'enfant sort de l'école, qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez, il allume son portable, il va sur Facebook et là, qu'est-ce qu'il voit? Des vidéos djihadistes. Alors, le Daesh sait très bien jouer et sait très bien mettre en scène ses enfants soldats dans ces vidéos et sont influencés, sont imprégnés de ces vidéos pour passer à l'acte et tout de suite, on l'a vu, l'enfant, l'attentat de Pisgat Ze'ev qui avait concerné un mineur palestinien qui avait porté atteinte à un mineur israélien. Il avait déclaré lors de son interrogatoire: j'ai regardé une vidéo sur Facebook du djihad, faisant la propagande du djihad, et je suis passé à l'acte et j'ai poignardé un Israélien. En tout cas, ce qui est très touchant, Maurice Fergan, dans ce reportage, c'est la philosophie israélienne. C'est-à-dire qu'ils sont montrés, ces enfants-là, comme des enfants, non pas comme des terroristes, et il y a l'espoir de les récupérer. Écoutez, c'est aussi une raison pour laquelle on a décidé de diffuser ce reportage, parce qu'il y a quelque chose d'admirable dans tout ça. C'est que effectivement, malgré le fait que ce soit des terroristes, ils restent des enfants. Certains ont à peine 12 ans. Et vous avez vu ce directeur de l'établissement qui espère qu'il va pouvoir réhabiliter ces jeunes pour les insérer dans un tissu social palestinien. C'est peut-être leur chance. Et il leur donne leur chance. Ce passage en prison. Et il leur donne des outils. Ils vont à l'école, ils apprennent à lire, à écrire, à compter, et aussi ils apprennent l'hébreu et ils commencent à connaître finalement ceux qu'ils ont en face, les Israéliens. Peut-être que le fait de se connaître va changer les choses. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher la réalité. Dans ces prisons, ces enfants sont pris en charge par les adultes palestiniens du Hamas et du Fatah qui ne les lâchent pas et qui espèrent bien, lors de leur libération, les reprendre en main. Jonathan ? Juste une information, c'est que dès que ces terroristes palestiniens sortent de prison, 50% d'entre eux récidivent et reviennent sur le marché du terrorisme. Si je peux dire. Ces enfants-là ? Pas ces enfants-là, mais en tout cas les adultes qui influencent aussi ces enfants. Et les deux déclarations du jour à présent, eh bien tout d'abord celle de David Friedman, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. Il a prêté serment hier à Washington. La nomination de David Friedman, considéré comme proche de la droite israélienne, a été confirmée de justesse par le Sénat par 52 voix pour 46 contre. On l'écoute tout de suite. Je remercie le président Trump de son courage, de son amitié et de ses conseils. Je suis touché par la confiance qu'il a placée en moi et je ferai tout ce que je peux pour justifier sa foi. Je suis très fier de dire qu'avec ma nomination, c'est la première fois dans l'histoire américaine que l'ambassadeur américain en Israël a été nommé par le président dès le premier jour de sa présidence. Maurice, une nomination qui est contestée aux États-Unis. Bah oui, vous savez qu'en règle générale, républicains et démocrates faisaient toujours l'unanimité sur le nom du futur ambassadeur des États-Unis en Israël. Ça, il s'est pratiquement jamais vu. Je crois qu'il n'y a eu aucun cas où la nomination a été entérinée par le Sénat à une si courte majorité. Deuxièmement, les positions politiques et idéologiques de Daniel Friedman sont connues. Vous avez vu, c'est un religieux qui porte une kippa. Ça ne le délégitime pas pour autant. Mais malgré tout, il est très très proche
des milieux nationalistes religieux en Israël et partage une conviction, c'est que les implantations en Cisjordanie doivent rester en place et que ce n'est pas un obstacle à la paix. Il l'a réaffirmé à plusieurs reprises. Il a aussi réaffirmé que Donald Trump est très sérieux dans sa promesse de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Maintenant, on attend David Friedman dans les heures qui viennent en Israël et on va voir si ces promesses vont être tenues. Et deuxième déclaration, celle du ministre jordanien des Affaires étrangères hier devant ses collègues de la Ligue arabe réunie en Jordanie. Il a fait part de son impatience à négocier la paix avec une nouvelle administration américaine. Il a été question des conflits dans la région. On l'écoute. Le monde arabe est prêt à entamer la discussion et nous avons hâte d'être en relation avec la nouvelle administration américaine sur comment nous pouvons travailler ensemble pour la paix et pour garantir le processus de paix. Nous devons regarder les causes du conflit, la clé centrale qui est le conflit israélo-palestinien et ensuite regarder les autres crises. Nous souhaitons la paix, une paix durable, une paix complète. Pour que la paix soit durable et complète, il faut porter attention aux droits légitimes du peuple palestinien. Et une nouvelle administration américaine et un nouveau président américain qui soutiendrait, Jonathan Serrero, la solution de 2 États pour 2 peuples. Oui, Valérie, à en croire l'universitaire et avocat Alan Dershowitz, très au fait des questions proche-orientales, Donald Trump y serait favorable. C'est tout du moins ce qu'il lui aurait déclaré lors d'une conversation privée qui s'est tenue au club Mar-a-Lago en Floride. C'était le 18 mars dernier. Les 2 hommes auraient ainsi discuté de tous les sujets sensibles liés au conflit israélo-palestinien, Jérusalem, les implantations, les réfugiés et la sécurité d'Israël. Alan Dershowitz s'est dit impressionné, je cite, par la qualité d'écoute et de connaissance du Moyen-Orient de Donald Trump. Interrogé sur les ondes ce matin de la radio militaire israélienne Galei Tzahal, Alan Dershowitz a souligné la volonté du président américain de parvenir à une résolution pacifique du conflit. Pour cela, l'universitaire a conseillé le chef d'État américain de rétablir une situation de confiance et saine avec les autorités de l'État d'Israël. Confiance bien sûr perdue après 8 années de mandature Obama. Deuxième conseil donné au président américain, celui de convaincre les responsables palestiniens de faire eux aussi les concessions nécessaires pour parvenir à la paix, ce qui revient à dire changer de fusil d'épaule par rapport aux options stratégiques empruntées par Barack Obama. Des messages qui, selon le journal Haaretz, ont été transmis au Premier ministre Netanyahou. Une information non confirmée par Alan Dershowitz qui a déclaré ce matin garder secret toutes ses conversations avec le chef du gouvernement israélien. Et face à la volonté de Donald Trump d'apaiser les tensions dans la région, Benyamin Netanyahou lui a pris des mesures d'allègement en faveur de la population palestinienne, comme par exemple celle de réduire le temps d'attente sur les différents points de passage de Judée-Samarie. Oui, un passage à droite complet, Maurice Ferdinand. Oui, mais je voudrais surtout revenir sur la déclaration du ministre jordanien des Affaires étrangères. Vous avez entendu que pour lui, le conflit palestinien, la résolution de ce conflit est au centre de la paix et de la stabilité dans la région, ce qui est à l'opposé de l'approche de Benyamin Netanyahou qui estime que le conflit palestinien est un prétexte choisi par le monde arabe pour mener un combat idéologique, notamment la lutte contre le terrorisme et Daesh. Allez, restez avec nous. Merci messieurs. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de ceux qui ont décidé de sortir du silence dans les États autoritaires. On en parle dans quelques instants avec Andrea Benisti et Julie Ebo. À tout de suite.